Madame, monsieur, bonsoir, voici les titres de ce samedi. Les États-Unis frappés par une vingtaine de tornades faisant plusieurs dizaines de victimes et des dégâts considérables dans plusieurs États américains. Le président Joe Biden évoque une tragédie inimaginable alors que la ville de Mayfield est partiellement impactée par ce phénomène météorologique de plus en plus récurrent. D'importantes chutes de pluie et de neige ayant causé des inondations, le plus dur est passé mais 4 départements restent toujours en vigilance orange pour crues. L'heure est désormais au nettoyage et à la décrue. Pierre-Emmanuel Alter nous dira quelles sont les origines de ce phénomène. L'ultime appel aux urnes ce dimanche pour l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Après plus de 40 ans de lutte, un référendum sous tension, l'archipel sera sous sécurité des autorités en vue de possibles débordements. Enfin dans ce journal, c'est un casse-tête qui revient à chaque période de fête de fin d'année. Faut-il opter pour un sapin artificiel ou naturel dont il s'en vend pas moins de 5 millions chaque année et sont de plus en plus plébiscités par les acheteurs qui prônent davantage pour des conifères éco-responsables dont le choix, vous le verrez, ne se fait pas à la légère. Des tornades qui ont semé la mort et la désolation dans 5 États américains. L'une a parcouru près de 300 km. Le bilan humain s'alourdit au fil des heures, des centaines de victimes prises au piège après l'effondrement d'un entrepôt dans l'Illinois. La ville de Mayfield est particulièrement dévastée par ce passage. Des bâtiments effondrés et l'écroulement d'un toit d'une usine de confection de bougies faisant des dizaines de victimes a semé la pagaille alors que les scientifiques ne cessent d'avertir sur l'accroissement, la fréquence ainsi que l'ampleur de ces phénomènes. Le point avec Meiki Suplon. Des centaines de maisons ont été détruites. Des arbres arrachés, des personnes tuées, il est presque impossible de se déplacer dans les rues des États-Unis. Dans la nuit de vendredi à samedi, de violents orages et une trentaine de tornades ont touché les États-Unis, allant jusqu'à plus de 350 km, et ont dévasté les États américains. Il s'agit du Kentucky, de l'Illinois, du Tennessee, de l'Arkansas et du Missouri. Une série extrêmement rare, faisant ce samedi soir 74 morts et des dizaines de disparus. Les services de secours américains continuent à chercher d'éventuels survivants et plusieurs disparus. Un couple de retraités a été pris au piège dans leur maison. En Askanda, le président américain Joe Biden a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux et parle de l'une de ses plus pires séries de tornades et une tragédie inimaginable, a-t-il dit. La maire du Kentucky, Kathy Hogan, elle parle d'un tas d'allumettes de sa ville en raison de cet événement très récurrent dans le pays. Retour en France où 4 départements sont toujours placés en alerte orange pour crue alors que le pic semble être passé. L'heure est désormais au nettoyage. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé l'état de catastrophe naturelle décrété à partir de lundi et qui rentrera en vigueur dès jeudi prochain. En déplacement dans le Pays Basque ainsi que dans les Landes ce samedi, les intempéries hivernales entre risques d'avalanche et de crues causées ces derniers jours par d'importantes chutes de pluie et de neige. Bonsoir Pierre-Emmanuel Alter, alors quelle est l'origine de ce phénomène ? Bonsoir Simone, bonsoir à toutes et à tous. En effet, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont été placés en vigilance rouge hier midi par Météo France pour crues, attendant donc la décrue de rivières et de torrents qui sont sortis de leur lit. Mais cette décrue s'annonce très très lente malheureusement pour les habitants concernés, en dépit du retour à la vigilance orange ce matin annoncé par Météo France qui attendait un pic de crue dans la nuit de vendredi à samedi. En effet, il y en a bien eu un. Par exemple, à Péréorade, on a relevé jusqu'à 5,52 m d'eau présente dans les rues. Et selon le maire, 15 cm sont seulement tombés en l'espace de 12 heures, ce qui est vraiment très peu. De nombreuses routes communales et départementales ont par ailleurs été fermées pour cause d'éboulements, de coulées de boue ou encore d'inondations. Fort heureusement, seul un blessé n'est à constater sur l'ensemble de l'épisode. Alors pourquoi de telles intempéries? Pourquoi des inondations aussi importantes? Élément de réponse justement tout de suite. Dans un flux de nord-ouest finalement, de nombreuses perturbations sont venues se bloquer sur le flanc français des Pyrénées et donc ces précipitations se sont accumulées, sont redescendues vers les rivières, donc dans un premier temps bien rempli par de nombreuses dépressions, et entre mercredi et vendredi, une importante dégradation a apporté de très fortes chutes de neige dans les Pyrénées et les Alpes et d'abondantes pluies en Aquitaine.
ce qui a donc amplifié la surélévation des cours d'eau. Même dépression a également apporté une relative douceur, vous l'aurez remarqué, sur l'ensemble du territoire, ce qui a fait remonter la limite pluie neige au-dessus de 1400 mètres d'altitude et ce qui a donc fait fondre la neige en dessous de cette altitude. Ce déneige a donc entraîné à nouveau une élévation des cours d'eau qui prennent leur origine sur les Pyrénées et en plus de ce phénomène, la houle a soufflé fort sur le littoral atlantique, entraînant donc la difficulté de l'évacuation de l'accumulation de pluie dans ces cours d'eau. D'abondantes chutes de neige ont également concerné les Pyrénées, où on a relevé jusqu'à 3 mètres de neige dans ces régions. C'est un record pour ce mois de décembre. Et cette neige s'est accumulée tout récemment, alors que le manteau neigeux n'a pas pu se consolider. Ainsi, le risque d'avalanche était très fort ces derniers jours, entraînant donc une vigilance orange émise par Météo France qui a été levée ce matin en raison de l'affaiblissement des chutes de neige. La situation est donc plutôt à l'évolution, mon cher Steven, mais plus de précision dans votre bulletin météo de tout à l'heure. À tout à l'heure donc. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité, l'épidémie continue sa progression ainsi que la course vaccinale. Le Premier ministre Jean Castex estime nécessaire d'étendre la vaccination pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. À l'approche des fêtes de fin d'année, la situation inquiète alors que les discothèques sont de nouveau fermées depuis ce vendredi et ce pour 4 semaines. Les commandes s'annulent au compte-gouttes pour les restaurateurs. Et pour faire face à cette situation, la Suisse prévoit de durcir ses mesures. Explication avec Maïki Suplon. Le Premier ministre Jean Castex a tenu une conférence de presse ce lundi 6 décembre. Il a annoncé la fermeture des boîtes de nuit pour une durée de 4 semaines depuis ce vendredi et l'interdiction de danser dans les bars et les restaurants. En raison de la hausse des cas de contamination, mercredi, un record depuis novembre 2020 a été franchi avec plus de 66 000 cas. À ce jour, plus de 13 500 personnes sont actuellement hospitalisées dans les hôpitaux. Une cinquantaine de cas du variant Omicron ont été détectés en France et 66 personnes sont décédées du Covid-19 en 24 heures. Ce samedi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé un record pour le rappel vaccinal avec 780 000 injections pour la journée de vendredi. Jean Castex lui estime que la vaccination est nécessaire pour les enfants de 5 à 11 ans. La vaccination des enfants est ouverte à partir du 15 décembre en France pour les enfants ayant des comorbidités. À ce jour, plus de 55 millions de Français ont eu leurs 2 doses de vaccin. Une femme d'une cinquantaine d'années est décédée à l'hôpital. Elle détenait entre ses mains un faux pass sanitaire. À son arrivée à l'hôpital, elle refusait de dire au médecin qui s'occupe d'elle qu'elle n'était pas vaccinée. A priori, ce serait un médecin niçois qui lui aurait fourni le pass sanitaire. Le médecin dément et dit qu'il s'est fait usurper sa carte professionnelle. Le maire de Nice, Christian Estrosi, confirme la version du médecin. Son mari souhaiterait déposer une plainte. La Suisse, elle voudrait faire comme en Allemagne, que seules les personnes vaccinées pourraient rentrer dans les restaurants, les espaces culturels et sportifs. Le test ne devrait plus être autorisé. J-120 avant le premier tour de l'élection présidentielle, l'Union et le Rassemblement mettent mot pour Valérie Pécresse cette semaine. De son côté, Yannick Jadot, candidat écologiste en meeting dans l'Aisne ce samedi, assure refuser l'idée d'une primaire à gauche. Dimanche dernier, pour son premier grand meeting de campagne, Jean-Luc Mélenchon était à la Défense. Dans le même temps, Éric Zemmour, actuellement et jusque mardi prochain, en déplacement pour son premier de campagne, tenait lui aussi le week-end dernier son premier rassemblement à Villepinte depuis l'annonce de sa candidature. Une journée sous tension, comme a pu le constater sur place Davian Mahé. Celui qui est désormais candidat à la présidence de la République, Éric Zemmour a tenu ce samedi son tout premier meeting dans la salle du parc des expositions de Villepinte, à la dernière minute puisqu'il devait se tenir à la Villette à Paris, mais a été déplacé en raison de sécurité et un manque de place car la capacité du Zénith était de 6 000 places, contrairement au nombre inscrit qui était supérieur à 10 000. Le meeting a réuni selon les organisateurs 13 000 personnes. Au moment de la montée sur scène vers 17h30, Éric Zemmour a traversé le public présent dans la salle, mais peu avant d'arriver à la scène,
il a été pris à partie par un individu dans la salle qui lui a sauté au cou. Ce dernier a été instantanément maîtrisé par le service de sécurité de l'ex-polémiste qui a poursuivi son chemin vers la scène avant de débuter son discours. L'auteur a été immédiatement mis en garde à vue. Des confrères de quotidiens ont été exfiltrés suite à des slogans et des cris « Collabo quotidien »,« Tout le monde déteste quotidien ». Paul Laroutourou, journaliste de LCI présent sur place, nous confie que la scène était particulièrement violente. Des journalistes du média Mediapart ont été insultés et des journalistes se sont fait voler du matériel. Éric Zemmour a dévoilé lors de son meeting le nom de son nouveau parti politique, Reconquête. Un nom qui devrait être à l'image de son projet politique. Oui, grâce à vous, vous tous, la Reconquête est désormais lancée. La reconquête de notre économie, la reconquête de notre sécurité, la reconquête de notre identité, la reconquête de notre souveraineté, la reconquête de notre pays. Nous partons à la reconquête de nos villages abandonnés, de notre école de sinistrés, de nos entreprises sacrifiées, de notre patrimoine naturel. Reconquête, c'est le nom de ce mouvement que j'ai voulu fonder, a déclaré Éric Zemmour. Il a également dévoilé le logo de son nouveau parti politique avec un R majuscule en bleu suivi d'un point d'exclamation rouge. Un logo qui ressemble au logo du parti Les Républicains, mais également à celui du mouvement Résistons, fondé par Jean Lassalle avant la présidentielle de 2017. Oh, tous les le rappel qu'on ramène de France, Corsia, le CRIF, ne parlons pas de VHS, c'est un décérébré. Marek Reiter, il est presque complètement décérébré. Qui encore? C'est tous des collabos, des nazis. Nous sommes en train de vivre la montée du nazisme numéro 2. Les héros de la France insoumise qui plafonne actuellement à 10%, Jean-Luc Mélenchon, dans les intentions de vote pour le scrutin d'avril 2022, a sonné la mobilisation devant quelques milliers de partisans réunis, lui, à l'Arche de la Défense, le même samedi, près de Paris, alors que commençait d'Éric Zemmour. La France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'émancipation, c'est l'école, c'est la recherche, c'est le partage, a lancé Jean-Luc Mélenchon, qui a 70 ans brigue à la présidence de la République pour la 3e fois. Le tableau est presque complet, les 3 premiers sont là, et les partisans du grand affolement, les partisans du grand démantèlement, et puis les partisans du grand changement, a dit le candidat à la France insoumise au lendemain de la désignation de Valérie Pécresse comme candidate Les Républicains à la présidentielle. Parmi les membres de la structure du conseil politique de la France insoumise figurent la femme de lettres Annie Ero, l'historien et écrivain Laurent Binet, ou encore le père de Marlène Schiappa, Jean-Marc Schiappa, de Marlène Schiappa, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la citoyenneté au sein du gouvernement de M. Jean Castex. Une manière de susciter une union par la base, alors que la gauche est affaiblie par l'émiettement des candidatures. Au terme d'un discours d'un peu plus d'1 heure, Jean-Luc Mélenchon a conclu son intervention par un clin d'œil à Éric Zemmour. Vive la République, vive la France, mais surtout vive la République. En réponse au Vive la République, mais surtout Vive la France, de l'ex-polémiste Éric Zemmour dans sa vidéo de candidature dévoilée sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon qui d'ailleurs dénonce sur les réseaux sociaux un bilan caché autour de la mortalité infantile en France. Bonsoir Théo Tornet, info ou infox? Alors bonjour Steven, alors que Jean-Luc Mélenchon avait lancé sur Twitter un bilan caché de la mortalité infantile qui selon lui reposait de la 4e à la 22e place en Europe et serait même tout juste devant la Roumanie. Mais manque de chance pour lui, il n'était pas si loin de la vérité concernant le classement. Enfin, selon les données d'Eurostat, la France se situerait sous la moyenne européenne à la 20e place avec 3,8 décès d'enfants de moins d'1 an pour 1000 naissances et on prend les chiffres en 2019. Par contre, la 4e place n'est pas le bon car il faut remonter 10 ans en arrière par rapport à ce qu'a annoncé le leader de la France insoumise, soit 2004, et à une époque où l'Union européenne comptait moins de pays. En réalité, sur les dernières décennies, cet indicateur a plutôt tendance à stagner avec des légères fluctuations en fonction des années. Une légère augmentation a été finalement notée entre 2014 et 2019, passant de 3,4 décès à 3,8
spécialistes, mais dans le même temps, la mortalité infantile a plutôt eu tendance à baisser dans les autres pays en Europe. Autre question Théo, peut-on relativiser, comme Jean-Pierre Farandou, les risques de contamination au Covid-19 dans les moyens de transport et en particulier dans les trains ? Alors que la pandémie de Covid-19 touche de nombreuses personnes en France, selon Jean-Pierre Farandou, il annonce que quand on prend le train à la SNCF, il n'y a pas de risque d'attraper le Covid parce qu'on a fait les choses comme il fallait. Ils mettent en avant le port du masque, la désinfection du matériel et également l'aération dans les trains. Mais est-elle suffisante? Pour cela, il faut mesurer le taux de CO2 que nous expirons pour mesurer le renouvellement de l'air dans un endroit fermé. Plus il est bas, plus l'air est renouvelé. Le PDG de la SNCF assure être dans les normes réglementaires ferroviaires en vigueur, sauf qu'il ne faut pas oublier que ce sont des normes avant la pandémie. Or, aujourd'hui, un taux de CO2 de 5000 ppm est en réalité très élevé par rapport aux recommandations face au Covid-19. Le Haut Conseil de la Santé publique préconise un taux inférieur à 800 ppm contre le Covid-19 dans les espaces fermés recevant du public. Et si on regarde dans les TGV, on constate que le taux est bien supérieur. De plus, le système de ventilation de la SNCF fait débat. Il fonctionne avec un tiers d'air extérieur et 2 tiers d'air recyclé dans les TGV, mais le système de recyclage de l'air ne serait pas assez performant selon certains spécialistes. Pour finir avec l'Institut Pasteur, un rapport explique que les personnes qui prennent un train longue distance ont un risque d'attraper le Covid qui augmente de 30%. Merci beaucoup Théo pour ces réponses très claires. Autre titre phare de l'actualité, c'est demain que se tiendra un 3e et ultime appel aux urnes autour de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Un référendum d'autodétermination qui sera placé sous sécurité au risque d'éventuels débordements à l'issue du résultat, un processus de décolonisation et de sortie des accords de Nouméa entamé en 1988. Ces 4 dernières années, 2 référendums avaient eu lieu où le non l'avait remporté majoritairement. Reportage de Maïki Suplon. En 1946, la Nouvelle-Zélande devient donc territoire de l'outre-mer. En 1986, la Nouvelle-Zélande est inscrite sur la liste des territoires non autonomes à décharge de l'ONU. Demain aura lieu le 3e et le dernier référendum de la Nouvelle-Zélande. Les électeurs sont donc appelés à voter de 8h à 18h sur les accords du Nouméa. En 2018, lors du premier référendum, le non l'avait aussi remporté à 56,7% des voix et le oui à 44,4% des voix. Et en 2020, le non à 53,26% des voix. Le 20 octobre dernier, le Front de la Libération Nationale Kanak et socialiste avait demandé le report du scrutin pour la rentrée de 2022 en raison de la crise sanitaire. Certaines personnes, et notamment les jeunes, ont demandé le boycott total de ce scrutin de ce dimanche. C'est pour le scrutin, le chef de l'État a déployé plus de 2000 policiers et gendarmes et des centaines de véhicules. C'est une condition du Brexit qui persiste. Ce vendredi, la France lançait un ultimatum au Royaume-Uni réclamant les dernières licences qui permettront aux pêcheurs français de poursuivre leur activité dans les eaux britanniques. 23 ont été obtenus, dont 1027 en totalité. Afin d'obtenir les 81 dernières, les négociations se poursuivent dans un contexte où le processus de ce bras de fer reste lent. Tout autre chose à présent en direction le zoo de Beauval, où les visiteurs peuvent désormais en profiter pour voir les 2 bébés pandas nés en août dernier. Des jumelles qui commencent à marcher et sont très actives et joueuses selon le zoo, pour le plus grand bonheur des visiteurs, toujours au rendez-vous. Après les bambous dont raffolent les pandas, les conifères à 15 petits jours de Noël. Si vous hésitez encore sur le style du sapin qui trônera dans votre salon, alors ce reportage est fait pour vous. Des arbres naturels qui ont de plus en plus la cote. Explication avec Théo Tornet. Authentiques ou artificiels, de grande ou de petite taille, de couleur terne ou franche, chaque année peu avant les fêtes de Noël, c'est toujours la même question qui se pose. Comment bien choisir son sapin de Noël? En cette période de l'année, c'est le rush pour les entreprises de production, le sapin de Noël, des arbres auparavant bichonnés avant la vente, un travail fastidieux de plusieurs années pour les producteurs soucieux de donner une qualité optimale, et pourtant, le réchauffement climatique ne simplifie pas la tâche. Il a fallu s'adapter. Chaque année, il ne s'en va pas moins de 5 millions. Dès novembre, si cela a porté ses fruits, l'heure est à la découpe pour ces conifères qui pourraient bientôt trôner, qui sait, dans votre salon. Avant de se quitter, un coup d'œil sur le temps prévu pour ces prochains jours. Rebonsoir Pierre-Emmanuel Alter, le soleil ne reviendra pas avant la fin de semaine prochaine.
Bonsoir Steven, bonsoir à toutes et à tous dans la météo pour vos prévisions du ciel dans les prochains jours. Et oui, le soleil va revenir et les températures douces aussi. Ceci c'est une bonne nouvelle, mais avant il va falloir tout de même faire avec de la grisaille, notamment présente sur la majorité des régions dès ce dimanche matin. Excepté les régions allant des Pyrénées aux Alpes en passant par la Méditerranée où on conservera déjà un soleil plutôt franc. Les températures elles seront assez froides dans l'est, descendant bien souvent en dessous de 0 degré. L'après-midi, ces nombreux nuages vont donner lieu à quelques pluies fines, quelques bruines, notamment en s'approchant du Benelux. Ailleurs, le temps sera bien plus calme, avec de très belles éclaircies sur le sud du territoire et des températures plus douces dans l'ouest, plus froides même dans l'est. Bien généralement, on retrouvera des valeurs entre 12 et 15 degrés sur vos thermomètres. Pour votre début de semaine et notamment lundi, la grisaille va persister malgré des conditions anticycloniques et un temps plutôt calme, de la grisaille sans précipitation et du soleil qui va dominer dans le sud du territoire avec des températures plutôt douces pour la saison en ce mois de décembre. Mardi, les grisailles va garder l'avantage sur le nord et notamment dans les basses couches donc de ces régions. Le sud sera exposé à un vent assez faible, ce qui va donc nous apporter un franc soleil et les températures seront froides au nord sous la grisaille septentrionale mais plus douces au sud. Mercredi, on gardera à peu près le même type de temps avec toujours de la grisaille sur les 2/3 nord du territoire et le sud gardera donc un soleil généreux. Concernant les températures, elles seront stationnaires avec des valeurs quelque peu supérieures au normal de saison. Voilà Steven pour la météo des prochains jours. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et pour suivre en détail toutes vos informations, rendez-vous sur notre tout nouveau site ar1info.fr avec une toute nouvelle offre d'articles disponible. Voilà, c'est la fin de ce journal. Pour l'information, vous retrouverez Davy en mail le week-end prochain que je salue très chaleureusement. J'aurai grand plaisir à vous retrouver pour ma part dans 15 jours pour l'émission Si 2021 était un film. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Très belle soirée à vous. Retrouvez toutes vos infos en replay sur ARA Inside News. Je vous donne rendez-vous ce mercredi à 16h sur AR1 pour l'entretien présidentiel. Je recevrai Sandrine Rousseau, présidente du conseil politique autour de Yannick Jadot pour l'élection présidentielle, également finaliste de la primaire écologiste en octobre dernier. Sandrine Rousseau répondra à toutes mes questions sur le programme d'Europe Écologie Les Verts, mais aussi sur des termes d'actualité quant à la candidature d'Éric Zemmour ou encore à une possible alliance entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts.